On va parler rupture conventionnelle. Petite information dans la tribune du dimanche. Ce week-end, l'exécutif tente par tous les moyens d'enrayer la hausse du chômage et il a une idée, s'attaquer à la rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle est sur la sellette. En tout cas, c'est une nouvelle piste du gouvernement pour faire des économies. Il faut dire que ça coûte très cher, notamment à l'assurance chômage. Réduire la voilure parce que les gens coûtent trop cher. Le coût du travail en France coûte trop cher. Pour faire baisser le chômage, Matignon veut réduire les recours des salariés à la rupture conventionnelle. Je ne pense pas qu'on va privatiser l'assurance chômage en France. Non, Objectivement, je pense que ça n'arrivera pas. Et le gouvernement envisage de limiter le nombre de ruptures conventionnelles. Pour qu'on passe de la démission, je ne touche rien, à je fais une rupture conventionnelle, je touche le chômage comme tout le monde. L'exécutif veut réformer les ruptures conventionnelles pour réduire leur utilisation. Sauf que la rupture conventionnelle, ça fonctionne justement. Oui, absolument. La rupture conventionnelle, il est vrai que ça arrange un peu tout le monde. Le salarié qui quitte l'entreprise, mais en percevant des indemnités, à la différence de la démission, et puis l'employeur qui incite à un départ sans aller jusqu'au licenciement. C'est une sorte de rupture à l'amiable, alors qui se fait, certes, sur le dos de l'assurance chômage. Donc là, est-ce que vous savez ce qui s'est passé avant la mise en place de la rupture conventionnelle, avant 2008? Comment ça se passait? Ça, peut-être que tu en savais plus, François? C'était très compliqué pour les employeurs s'ils voulaient se séparer d'un salarié et qu'ils n'avaient pas de raison valable. Ils étaient coincés. Et pareil pour les employés, s'ils voulaient se retrouver sortir de leur boîte, mais ils étaient obligés de démissionner. Oui, c'est ça. En fait, quand il n'y avait pas de motif, on poussait finalement les employés un peu à la faute. Le but, c'était de s'en séparer facilement. Et donc c'est là où ont éclaté certains scandales. Le plus connu, finalement, c'est celui de France Télécom, quand même. Ouais, le harcèlement moral institutionnel et qui a conduit au suicide de certains salariés. Quand on pousse le toxique trop loin, voilà ce que ça donne. Ensuite. Donc la question, c'est un peu déjà de se poser, qu'est-ce que c'est que la rupture conventionnelle? Parce que si on remet dans le contexte, que ce soit une démission, que ce soit un licenciement ou que ce soit une rupture conventionnelle ou transactionnelle, ça reste des ruptures de contrat. Ce sont toutes des ruptures de contrat. Maintenant, celle qui est à l'amiable, c'est la rupture conventionnelle. Alors pourquoi on avait mis ça en place finalement? L'idée, c'était de trouver une solution pour flexibiliser le marché du travail, c'est-à-dire pouvoir signer un CDI là où avant on faisait un CDD ou de l'intérim, et donc ça permettait aux gens d'avoir un contrat de travail qui soit plus stable et qui leur permette d'accéder à la propriété et tutti quanti. Donc la question qu'on peut se poser, si effectivement le gouvernement en arrive à supprimer ou à se poser des questions sur la rupture conventionnelle, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus de rupture conventionnelle? Donc finalement, qui va être impacté en premier? C'est les employeurs ou c'est les employés? C'est les patrons ou c'est les salariés? Et côté employeur, la rupture conventionnelle, ce que ça a permis, c'est que quand on veut se séparer d'un salarié, on sait combien ça coûte. Et s'il est d'accord, finalement, on se sépare sans perte et fracas. Donc là, en fait, est-ce que aujourd'hui, on va pas se retrouver dans une situation où et l'employeur et l'employé vont être coincés? L'employeur, il va avoir peut-être plus de mal à se séparer de certains éléments et donc il va garder des gens qui ne voudraient pas forcément. Ouais, pour des mauvaises raisons. Voilà, c'est ça. Et les salariés vont être plus accrochés finalement à leur contrat, au motif que aujourd'hui il faut que je reste au placard, quoi. Et finalement ça va empêcher les employeurs aussi de recruter parce que ils vont se dire ok, on va proposer des CDD puis on verra bien, CDD reconductible en changeant un peu la mission, on se débrouille et les magouilles comme ça vont réapparaître. Donc là on est en train de parler d'un sujet qui va avoir lieu rapidement là en 2024. Est-ce que finalement les stats du chômage c'est un vrai sujet pour les Français? Est-ce que c'est un sujet pour l'électorat? Pour qui finalement? Qui a besoin réellement que les stats du chômage diminuent? Oui, est-ce que c'est pas un sujet uniquement de politique politicienne, de pouvoir dire mon bilan à la fin de mon parcours? On se pose la question, est-ce que c'est pas juste une promesse électorale? Messieurs, le premier tour des élections municipales a lieu dans 12 jours. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. En attendant, le gouvernement cherche par tous les moyens à enrayer la hausse du chômage. Que Matignon comme Bercy sont convaincus que l'objectif de réduire le chômage à 5% de la population active à la fin du quinquennat, on est à plus de 7 aujourd'hui, ne sera pas atteint si la France garde le système d'indemnisation du chômage le plus généreux d'Europe, notamment pour les seniors. C'est pour ça que Bruno Le Maire, la semaine dernière, a dit qu'il voulait réduire la durée d'indemnisation des plus de 55 ans. Et maintenant, on s'attaque à la rupture conventionnelle. Et le gouvernement envisage de limiter le nombre de ruptures conventionnelles. Rupture conventionnelle, c'est cet accord qui permet à un salarié de partir avec un chèque de son entreprise et d'être éligible également au chômage, contrairement à une démission. Cyprien Pézeril du service politique à RMC nous confirme que le gouvernement cherche des pistes pour limiter le recours à ces ruptures conventionnelles. Car vous savez que cette rupture conventionnelle qui concerne 500 000 salariés par an désormais permet de à la fois s'entendre
à l'amiable, sans risquer un contentieux, et ensuite être indemnisé au chômage. Nicolas Dose. Ça fonctionne très bien, mais comme toujours, il y a des effets d'aubaine probablement. Et effectivement, on se rend compte que vous en avez 2 fois plus entre 55 et 60 ans qu'entre 50 et 55 ans. On est exactement dans la lignée de ce qui s'est passé la semaine dernière quand le gouvernement dit, voilà, on va commencer à s'intéresser à la durée d'indemnisation passé 55 ans. Maintenant, on commence à s'intéresser à ce dispositif qui coûte de l'argent. C'est tous ces mécanismes qui ont vu le jour pour de bonnes raisons. On indemnise plus les plus de 55 ans parce que c'est plus difficile pour eux de retrouver un job. On crée cette rupture conventionnelle pour lever la fameuse peur d'embaucher, et notamment à l'époque où on voulait faire la promotion du CDI. Et ça devrait changer donc. Oui, parce que le gouvernement, d'ailleurs, a déjà relevé le 1er septembre le forfait social dont doit s'acquitter l'employeur en cas de rupture conventionnelle. Donc ça lui coûte plus cher la rupture conventionnelle. Et puis surtout, comme l'indemnisation chômage, ce sont les seniors qui sont visés. Parce qu'il y a 2 fois plus de salariés qui quittent l'entreprise par rupture conventionnelle entre 55 et 60 ans qu'entre 50 et 55 ans. Et donc c'est pour éviter ce système un peu facile de mise en pré-retraite que le gouvernement veut mettre le haut là. La courbe du chômage qui se remet à grimper, 2 trimestres consécutifs de hausse. Alors ça mérite que l'on regarde ce que l'on peut faire, avertit l'entourage de la Première ministre. Une des causes sans doute, c'est la hausse du nombre de ruptures conventionnelles, moins de 400 000 en 2017, plus de 500 000 l'an dernier. Elisabeth Borne a donc demandé à Olivier Dussopt et Bruno Le Maire de lui faire des propositions pour décourager son utilisation. L'une des pistes pourrait être de faire grimper le coût pour l'employeur de ces ruptures en augmentant la fiscalité. Voilà donc un potentiel nouveau chantier pour le gouvernement sur le front de l'emploi. Déjà la semaine dernière, le ministre de l'économie plaidait pour réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. L'exécutif veut réformer les ruptures conventionnelles pour réduire leur utilisation. On voit tous les effets positifs qu'a eu effectivement cette rupture conventionnelle pour essayer de débloquer l'embauche. On se dit, bon, on peut embaucher un salarié, puisque de toute façon, je sais combien ça me coûterait potentiellement de me débarrasser de lui dans 2 ou 3 ans. Est-ce que vous notez l'effet pervers, c'est-à-dire que ce soit utilisé de plus en plus par les salariés pour démissionner et toucher le chômage, du coup? Elisabeth Borne veut lancer une réflexion sur ce dispositif né il y a 15 ans et qui permet de quitter une entreprise tout en percevant des indemnités chômage. L'objectif rêvé du plein emploi s'éloigne, aux grandes dames d'Emmanuel Macron, qui voit les chiffres du chômage repartir à la hausse après 2 années de baisse. Alors, pour démarrer, pour vous répondre, déjà, c'est pas, on n'imagine pas se débarrasser du salarié quand on le recrute. Non, mais je reprenais le mot. C'est pas. Avant, on était un peu collé à un CDI. C'est vrai, mais on est en France complètement collé à un CDI. Voilà. Et les gens ne veulent pas démissionner et veulent utiliser la rupture conventionnelle pour se séparer. C'est un système qui est passé de 400 000 à 500 000, faut spécifier, mais qui fonctionne très bien et dont on se sert tous allègrement pour se mettre d'accord et pour trouver une sorte d'issue favorable plutôt que de rester dans un quiproquo compliqué, souvent avec son collaborateur. Donc, je pense que de bouger ou de toucher à la rupture conventionnelle, c'est dangereux. C'est pas polémique, c'est juste dangereux. Je pense que c'était une erreur. Ça fonctionne bien et je pense, on en parlait hors caméra, que l'idée de pouvoir toujours faire baisser les chiffres du chômage par des solutions qui consistent à durcir quelque chose qui fonctionne me paraît une mauvaise idée. Donc je pense que c'est une erreur et que la rupture conventionnelle fonctionne bien. Nous n'y sommes pas, a ainsi grondé le président de la République devant des chefs d'entreprise réunis à l'Élysée le 21 novembre dernier. Avant de poursuivre en promettant que nous allons redoubler de courage et d'énergie en matière de travail, d'emploi. Alors, après avoir revu le calcul et la durée d'indemnisation des chômeurs, respectivement en 2021 et 2023, le gouvernement compte désormais s'attaquer aux ruptures conventionnelles. Ne touchez pas à la rupture conventionnelle. Vous pensez la même chose, Eric? Tout à fait. C'est pas parce qu'il y a quelques externalités négatives, comme on dit en économie, sur des systèmes, il n'y a aucun système qui est parfait. Effet d'aubaine. Les effets d'aubaine existent. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça participe forcément à une augmentation du turnover, mais ça, c'est pas très grave. Il y a qu'à l'entreprise à mettre en place des dispositifs pour faire en sorte de retenir les salariés. Ça participe au fait d'avoir des effets d'aubaine autour de, moi j'en connais, des cadres qui vont prendre la rupture conventionnelle pour aller respirer, faire un tour du monde et retrouver du boulot derrière. Mais tout ça, ça reste mineur. Enfin, on voit que le taux de CDI a augmenté comme il n'avait jamais augmenté ces 10 dernières années, grâce notamment à cette rupture conventionnelle, parce que quand on fluidifie le marché du travail, on a finalement des mécanismes de stabilité qui se mettent en place, malgré quelques effets d'aubaine. Donc les conséquences de tout ça, quelles sont-elles? Est-ce que ça va être plus simple pour l'employeur de se séparer d'un salarié qui ne fait plus l'affaire? Est-ce que ça va être plus simple pour un employé de négocier son départ? C'est sûr que là, la négociation va se durcir. Il y aura vraiment plus de points de friction. Et qu'est-ce qu'ils vont faire déjà les premiers impactés, c'est les salariés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir recours finalement à des facilement. Voilà. Ouais, des trucs simples. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a déjà ce qu'on trouve souvent, l'arrêt maladie. Alors, c'est une solution de court terme, mais il y a déjà ça. Ensuite, on va se mettre plus loin, on va aller voir la médecine du travail pour chercher comment ça s'appelle, l'inaptitude. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que en arrêt maladie, que ce soit pour burn-out ou autre, il y a un moment, ils ont le droit de rester 3 ans en arrêt. Mais qu'est-ce qu'ils payent? Donc, ça va avoir un impact. Donc là, c'est un peu, est-ce que ce serait pas un peu poche droite, poche gauche? Ah bah c'est sûr que si on remplace l'assurance chômage par l'assurance maladie, finalement, à la fin, c'est des aides sociales. Il y a effectivement cette possibilité de aller sur la partie employeur des licenciements abusifs. Donc, il y aura des recours au prud'homme. Et donc là, qui dit recours au prud'homme dit forcément des longues
procédures et peut-être finalement des conciliations sur le barème Macron. Et donc là, barème qui est quand même le minimum de ce qu'aurait pu toucher l'employé s'il était parti avec une rupture conventionnelle. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait comme conséquence? Engorgement potentiel de la médecine du travail, engorgement des tribunaux prud'homaux, et engorgement aussi des placards, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est sûr que les gens vont être frileux. Ils vont rester au placard, on va les mettre au placard, mais c'est sûr que là, il y a un mal-être, un mal de l'être qui va se créer. Et c'est un peu paradoxal avec ce qu'on entend tous les jours, que ce soit le QVT, la qualité de vie au travail, ou alors toutes les boîtes qui essayent d'avoir ce label de Great Place to Work ou des choses comme ça, où on essaie de mettre en avant le fait qu'il fait bon vivre dans notre société, dans notre entreprise, dans notre organisation. Donc, finalement, les conséquences sont diverses et variées, mais c'est sûr et certain que ça va coûter cher, à la fois au niveau pécuniaire, mais aussi au niveau de la santé, qu'elle soit physique ou mentale, pour les employeurs comme pour les employés. Tout le monde va trinquer. Et puis on met tout le monde dans le même sac. Est-ce qu'un chômeur qui a fait une rupture conventionnelle, c'est un chômeur qui va rester au crochet de la société? Est-ce qu'il n'est pas en train de monter un projet, de monter une boîte, et donc potentiellement d'embaucher de nouvelles personnes, donc de créer de l'emploi? Est-ce que c'est quelqu'un qui va rester longtemps au chômage? Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a juste besoin d'un filet de sécurité. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Finalement, en fait, ce qu'on veut dans cette discussion, c'est d'essayer de trouver un moyen de permettre aux chômeurs de sortir rapidement, donc d'avoir un rebond. Mais qui est-ce qui aura le rebond le plus rapide et le plus haut? Est-ce que c'est celui qui a pu anticiper cette la mise au chômage pendant 6, 12, 18 mois avec une rupture conventionnelle, donc qui a pu anticiper et se préparer, ou alors celui qui a finalement un petit peu pris une sentence quand on lui a dit tu dégages, tu sors, t'es licencié. Donc c'est un vrai impact, et ça impacte sur le long terme. Le gouvernement est en train de s'attaquer à des dispositifs qui finalement aboutissent à des résultats contraires aux résultats souhaités au départ. On voulait lutter contre favoriser l'emploi, finalement on se dit qu'il y a peut-être du chômage à la clé. Et de Moi je suis pas d'accord. de la même manière, on a voulu favoriser le CDI, alors finalement il y a une demande de CDD très importante. On a voulu surprotéger les plus de 55 ans au chômage parce qu'ils avaient plus de mal à retrouver un emploi, et on a fabriqué une antichambre de 36 mois qui permet de faire financer ça a quand même vraiment débloqué l'embauche. Et donc c'est hyper positif quand même. C'est positif. C'est toujours l'histoire des coûts-bénéfices. C'est l'histoire des coûts, coûts-bénéfices, oui c'est ça. On regarde et on fait le bilan. Il faut aller plus loin, encore une fois, puisqu'on est lundi, c'est simplex, sigillum, veri. C'est dans la simplicité qu'on trouvera la vérité. C'est pas plus on simplifie les choses, mieux ça va. Mais vous savez que le diable est dans les... Une information dévoilée par nos confrères de la Tribune dimanche et confirmée par le cabinet de la chef du gouvernement. La première ministre veut lancer une réflexion, indique Matignon. Comme le président, son objectif est d'atteindre le plein emploi et pour y arriver, elle souhaite que l'on réfléchisse à de nouvelles pistes de réforme et qu'on interroge des dispositifs existants, par exemple les ruptures conventionnelles. Un ballon d'essai parmi d'autres, lâché par l'exécutif qui tente de trouver la potion magique face à une hausse du chômage qui pourrait se poursuivre. Caroline Morisseau. Dans le viseur du gouvernement, un dispositif mis en place il y a 15 ans et qui était censé rassurer les employeurs et donc favoriser les embauches. La rupture conventionnelle permet en effet à un chef d'entreprise de se séparer d'un salarié sans risque de contentieux et aux salariés d'être indemnisés par l'assurance chômage. Problème, les ruptures conventionnelles sont de plus en plus nombreuses et donc de plus en plus coûteuses pour l'assurance chômage. On est passé d'un peu moins de 400 000 en 2017 à plus de 500 000 l'an dernier. Le gouvernement dénonce du coup les effets pervers. Ce qui avait été conçu pour rassurer les employeurs et les inciter à embaucher en CDI pousse de plus en plus de salariés au chômage. Le gouvernement n'en est pas à sa première tentative. Pour freiner le mouvement, il a déjà relevé les prélèvements sociaux de 20 à 30% sur ses chèques de départ. Depuis le 1er septembre, les ruptures conventionnelles coûtent donc déjà plus cher à l'employeur. Va-t-il encore les taxer davantage? Cette première mesure, en tout cas, est visiblement jugée insuffisante. Déjà dimanche dernier, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave évoquaient la possibilité de diminuer les indemnités chômage aux seniors, aujourd'hui plus favorables, alors que le taux d'emploi des 50 à 64 ans en France est toujours inférieur de 15 points à celui des 25 à 49 ans. Emmanuel. Je crois que l'idée, c'est pas de brider tout le dispositif de la rupture conventionnelle. L'idée, c'est de constater que, notamment après 55 ans, il y a quand même un abus de ce dispositif pour permettre finalement aux entreprises et aux salariés d'un commun accord, d'ailleurs, de finir tranquillement sa carrière en étant au chômage. Quand vous regardez les chiffres, c'est assez spectaculaire. D'ailleurs, si vous regardez finalement le nombre de gens qui partent avec une rupture conventionnelle, vous en avez 2 fois plus entre 55 et 60 ans qu'entre 50 et 55 ans. Donc, je pense que je pense que, attention, l'obsession du gouvernement, c'est bien de rendre moins avantageux le système d'indemnisation du chômage, qui est par ailleurs, rappelons-le quand même, le plus généreux d'Europe, notamment pour les seniors, de façon notamment à tirer le plus grand profit de la réforme des retraites, qui est censée finalement faire que tout le monde travaille 2 ans de plus. En parallèle, le gouvernement invitait les partenaires sociaux à se pencher sur l'emploi des seniors, le compte épargne-temps universel et l'usure professionnelle.
On va parler rupture conventionnelle. Petite information dans la tribune du dimanche. Ce week-end, l'exécutif tente par tous les moyens d'enrayer la hausse du chômage et il a une idée, s'attaquer à la rupture conventionnelle. Née en 2008 d'un accord entre les syndicats patronaux et de salariés, la rupture conventionnelle consiste en un accord signé entre l'entreprise et le salarié. Elle permet à ce dernier de quitter son emploi tout en percevant des indemnités d'assurance chômage, contrairement à la démission. Un dispositif créé pour flexibiliser le travail, conformément aux attentes des entreprises. Et qui, depuis sa création, connaît un franc succès. Alors qu'en 2012, on dénombrait 284 234 ruptures conventionnelles, on en comptait 503 526 en 2022. Autant d'actifs encouragés à s'inscrire à Pôle emploi pour en toucher les indemnités. Mais il y a plus le double effet qui se coule. La semaine dernière, le gouvernement disait on va peut-être penser à aligner le chômage des seniors sur le chômage général, c'est-à-dire qu'on ne serait plus à 27 mois comme c'est le cas actuellement pour les plus de 55 ans, mais on reviendrait à 18 mois, le droit commun. Et en plus de ça, on essaye de dissuader les plus de 55 ans de prendre un chèque avec une rupture conventionnelle pour se mettre au chômage. Ça fait beaucoup de poids sur les épaules des seniors. Oui, mais encore une fois, je pense que la mesure concernera les plus de 55 ans et que le reste du dispositif, dont on a tous souligné, dont vous avez tous souligné l'efficacité dans la fluidité du marché du travail, etc. Et c'est vrai qu'il n'y a plus l'angoisse pour un chef d'entreprise de se dire si jamais je fais le mauvais recrutement, ça va être le chemin de croix pour s'en débarrasser. Voilà, donc oui, ça a des effets positifs. Encore une fois, je pense qu'il y aura des systèmes de pénalité pour les plus de 55 ans, parce qu'encore une fois, l'idée c'est qu'il faut absolument faire remonter ce taux d'emploi des plus de 55 ans, parce qu'on est sur un marché du travail tendu, parce qu'on a besoin de main d'œuvre, et qu'il faut que l'effet de la réforme des retraites soit maximal. Mais déjà en septembre dernier, l'État, constatant que le dispositif pousserait plus au chômage qu'à l'emploi, serrait la vis en la matière, augmentant de 20% à 30% les prélèvements sociaux effectués sur les chèques de départ. Une tentative de freiner la hausse du recours à la rupture conventionnelle qui pourrait donc être suivie de nouvelles restrictions. Si aucune précision sur la question n'a été dévoilée, Matignon indique que Elisabeth Borne a demandé au ministre du Travail et au ministre de l'Économie de réfléchir à des propositions, avant une réunion fixée, en décembre, avec les ministres, pour étudier différentes pistes. Oui, il y a potentiellement une proposition qui serait intéressante. Moi, j'ai toujours été marqué par le fait que quand j'ai mis en place des ruptures conventionnelles dans mon entreprise plusieurs fois, et je suis toujours sidéré de voir que cet effet d'aubaine, il est lié au fait que quand on sort de l'entreprise avec une rupture conventionnelle, on rentre dans le schéma général. C'est-à-dire qu'en gros, je touche le chômage comme n'importe qui, alors que on passe de la démission, je ne touche rien, à je fais une rupture conventionnelle, je touche le chômage comme tout le monde. Je me pose la question de savoir s'il serait pas intéressant de réfléchir dans le fait que, comme il y a un accord entre le salarié et l'employeur, que c'est quasiment à égalité une demande de l'employeur comme du salarié, il n'y aurait pas une réduction consentie de la durée d'indemnisation du chômage. Pas le CDI en tant que tel. Il n'y a plus de demande de CDI. Oui, ce que je considère, c'est que il faut qu'on puisse mettre un terme à une relation contractuelle par un simple SMS. C'était dans un sens ou dans l'autre. Mais avec accès à l'assurance chômage, alors après, il faut voir effectivement comment pour l'assurance chômage, je pense que l'assurance chômage devrait être privatisée. Je pense que c'est une assurance. Une assurance doit être gérée par des compagnies d'assurance. D'accord, mais déjà, il y a une réduction sur les premiers mois, vous touchez rien parce qu'il y a une partie de l'indemnité qui sert à et peut-être un effort sur la démission également. Peut-être un effort, c'est très radical, tu as parfaitement raison. Trop violent la démission. Mais c'est beaucoup trop violent et on peut vouloir avoir envie de partir, il peut y avoir un problème, il peut y avoir un choix à prendre de vie qui fait qu'on démissionne. Et c'est trop violent, d'où ces 500 000 ruptures conventionnelles versus 400 000. Pour autant, puisque le sujet de Macron, c'est de tenir ses chiffres par rapport à l'emploi, je reviens à ce que je répète chaque lundi quand j'ai le plaisir d'être là, c'est le coût du travail en France. Voilà. Les choix qui sont les nôtres font qu'on essaie de... Aujourd'hui, on peut rappeler que ça permet notamment aux employeurs de savoir exactement quand ils embauchent quelqu'un, combien ça coûtera le jour où ils voudront s'en débarrasser. Comme vous l'avez dit, ça évite les contentieux, ça évite les avec les barèmes notamment, ça évite les quantités, mais même de lourdeur, c'est tellement plus simple. Mais là, encore une fois, exactement comme avec l'histoire de l'indemnité du chômage passé de 55 ans, vous vous rendez compte que c'est une facilité, une souplesse qui est donnée, mais qui est en fait payée par les comptes sociaux. Et vous voyez, on commence à voir en quelques jours s'incarner la fameuse formule en laissant notre modèle social en l'état, le plein emploi est inaccessible. Réduire la voilure parce que les gens coûtent trop cher, le coût du travail en France coûte trop cher. Je pense que la solution, notamment sur les plus de 55 ans, c'est un effort. Je le vis actuellement sur des recrutements de postes de direction et quand on voit le salaire plus les charges de quelqu'un de 60 ans talentueux, ça rentre pas dans les cases. Inférieurs quand les gens sont plus âgés. Évidemment, mais on a le coût du travail le plus cher du monde ou le deuxième le plus cher du monde. C'est une évidence, c'est une aberration totale. Donc tant qu'on ne baissera pas le coût du travail, on ne trouvera pas l'équation gagnante à 4,5% de chômage. Accès ou pas accès? Oui. Si on démissionne, effectivement, il faut voir quel est le contrat d'assurance qu'on a vis-à-vis de l'assurance. Oui, mais non, mais dans la rupture conventionnelle, il y avait quand même des bonnes choses. Il y avait la première bonne chose, c'était effectivement ça permettait de rompre avec son employeur sans risquer derrière une longue procédure, un long contentieux. Chacun négocie et ensuite il y a un barème et donc c'est une tranquillité juridique pour l'entreprise. Le deuxième volet, c'est peut-être ça qu'il faut discuter, c'est dans quelle mesure ça donne accès en plus à l'assurance chômage. Dans cette affaire, effectivement, ce que je trouvais assez bien dans le dispositif, c'est que c'était normalement
normalement sur la base d'une négociation, donc dans une logique contractuelle, Exactement. avec simplement une référence il fallait envoyer le contrat à la direction régionale de l'emploi, qui change de nom régulièrement, donc maintenant c'est direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité, et puis ensuite, effectivement, vous aviez une rupture et chacun rentrait chez soi. Ouais. Je pense que ce sens vers la simplicité était quelque chose de tout à fait normal. Ce que je constate, vous dites, c'est qu'il y a 500 000 ruptures. Avant la Covid en 2019, il y en avait eu 390 000. Donc il y a eu une amplification de ce mécanisme. C'est-à-dire que de nouveau, un certain nombre de gens se sont aperçus que le mécanisme en tant que tel est plutôt conçu, si je reprends l'expression que tu utilises les spécialistes de l'emploi, pour les insiders plutôt que les outsiders. Et je pense que c'est ça le but de la réforme. Ce à quoi s'attaque le gouvernement maintenant, c'est un code du travail, une organisation du travail, une organisation du marché du travail qui avait été dénoncée déjà il y a 30 ans par le rapport Matteoli et par l'OCDE, qui est organisé autour des insiders déjà, qui sont déjà en place. Et qu'à partir de ce moment-là, ça a comme conséquence d'empêcher les gens qui sont à l'extérieur de rentrer. On est très préoccupé par ceux qui vont perdre leur emploi, on est beaucoup moins préoccupé par les gens qui sont de toute façon exclus du marché du travail. Ça avait comme une vertu, c'est que justement les gens qui étaient exclus du marché du travail pouvaient y rentrer plus facilement parce que l'employeur n'avait plus peur de devoir se débarrasser d'eux en 2 ou 3 ans après. Absolument. Mais c'est pour ça qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller sur ce que j'appelle la rupture par SMS, c'est-à-dire et ensuite, pour chaque individu, définit son rapport à l'assurance chômage sur des bases qui sont des bases qui là aussi doivent être des bases contractuelles. L'assurance chômage, c'est une assurance. Et donc ça devrait être privé et géré par des organismes en concurrence, ce qui est le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, pour vous assurer contre le chômage, vous avez des compagnies d'assurance dans certains États qui vous assurent contre les conséquences du chômage. Donc là, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Ce qui est sûr, c'est que la chasse aux sorcières à la rupture conventionnelle est lancée. Ça va se durcir en 2024. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Après, à quelle sauce ça va être mangé, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va devenir plus difficile de négocier son départ avec son employeur. Alors, on a déjà vu en 2023 l'abandon de poste qui est passé. Donc, c'est sûr qu'il sert la vis. Maintenant, l'augmentation du forfait social au mois de septembre de 20 à 30%. Là, ils veulent peut-être s'attaquer aux seniors. Donc, quoi qu'il arrive, s'ils le veulent en 2024, que ce soit par un 49.3 ou pas, ça passera. Donc, ça va se durcir. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est finalement vos indemnités. Vos indemnités, c'est votre expérience, c'est votre expertise. Après de nombreuses années passées en entreprise, est-ce qu'il va falloir que vous attendiez de partir à la retraite pour que votre patron vous les paye? Parce que quelque part, c'est des choses qui sont provisionnées. À un moment, ils savent que le jour où vous partez, le jour où ils veulent vous licencier, le jour où vous vous séparez, il faudra payer tout ça. Ou alors, ça veut dire que est-ce qu'ils tablent sur le fait que vous allez démissionner? Et ça, est-ce que vous trouvez ça normal que on table sur une éventuelle démission? Est-ce que CDI, ça veut dire démission à la clé, la fin de contrat? Donc posez-vous ces questions. Il y a pareil, les ARE, les aides au retour à l'emploi. Finalement, pour qui cotise-t-on? Est-ce que on cotise pour soi ou on cotise pour les autres? Finalement, est-ce que vous avez envie de laisser et vos indemnités et les aides au retour à l'emploi sur la table après 5, 10, 20 ans de bons et loyaux services? Et dans ce cas, au motif que non, c'est pas votre projet qui va faire peser dans la balance effectivement la réflexion pour votre patron. Donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que vous méritez de partir sans rien? Posez-vous cette question. Après toutes ces années de bons loyaux services, est-ce que vous méritez de partir sans rien? Ouais. Est-ce que vous méritez de partir sans rien? Et dans le cas où vous dites que non, mais il faudrait peut-être quand même se mettre en branle parce que 2024 c'est demain. Il faut que vous prévoyiez de mettre toutes les chances de votre côté. Et à un moment, vous pouvez pas voir votre projet se réaliser, vos ambitions, vos rêves, balayer de revers d'une main parce que vous allez devoir le faire sans filet de sécurité. Donc, mettez toutes les chances de votre côté. Nous, on sait comment faire. Donc, vous regardez dans nos vidéos, on vous explique. Prenez rendez-vous avec nous et on verra comment on peut vous aider. Mais une chose est sûre, c'est que si vous posez la question, là, maintenant, si vous dites que c'est le bon moment, c'est que c'est déjà trop tard. Et vous avez vu comme ça s'accélère. Il faut passer à l'action rapidement. Donc, pour ceux qui se disent que c'est peut-être un petit peu tôt, c'est que ça doit être le bon moment. Donc voilà, la rupture conventionnelle, c'est peut-être le glas de la rupture conventionnelle, donc dépêchez-vous. C'est le moment de sortir. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, que vous procrastinez depuis des années, c'est le moment de passer à l'action et on se retrouve rapidement dans notre petite masterclass.